À tous et à toutes, nous sommes heureuses avec Noël de vous accueillir pour ce webinaire de fin d'année, juste avant les fêtes de Noël, sur la prévention et la gestion du stress en milieu professionnel. Euh, je me présente, je suis Tiffaine Noisette, formatrice pour l'IFMAN Co. J'interviens sur la régulation des conflits, coopération, communication, milieu professionnel. Et moi, je suis basée en Auvergne, donc je circule beaucoup sur le Puy-de-Dôme, l'Allier, les alentours. Noël, est-ce que tu veux dire un mot sur toi? Oui, rapidement. Moi, je suis aussi formatrice à IF Manco. Euh, Moi, je suis basée au sud de Tours, à Chinon. Voilà. Et j'interviens sur toutes les questions en lien avec la gestion des conflits, la régulation, la prévention du stress et d'épuisement professionnel, et puis tout ce qui est aussi lié à l'autorité et la posture éducative. Voilà. Merci. Alors, je vous fais très rapidement une petite présentation de l'IFMAN. C'est l'Institut de formation du mouvement pour une action non violente qui travaille en France. Du coup, on est au niveau national depuis plus de 30 ans. On intervient sur de la formation, beaucoup en milieu professionnel, principalement, et sur de l'analyse de pratiques professionnelles également. Nos thématiques, ça va être tout ce qui est autour des conflits, des violences, de l'agressivité, aussi communiquer, mieux communiquer en équipe. Toutes les questions aussi de coopération, d'intelligence collective. On va voir aussi tout ce qui est régulation émotionnelle, d'où notre intervention ce midi sur la prévention et la gestion du stress. Et voilà, on a une pédagogie où on part vraiment des situations des participants et des participantes, de ce qu'ils vivent dans leur quotidien professionnel. Alors, le programme, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On aura deux grands temps. D'abord, faut essayer de comprendre pourquoi le stress est un enjeu stratégique en milieu professionnel, pourquoi c'est important d'en parler. Euh, et puis, dans un second temps, on ira voir les leviers d'action, les repères concrets à plusieurs niveaux qu'on peut faire, soit en prévention, soit sur le moment, à l'instant T. Euh, Pour nous, ce qui nous paraît important, c'est qu'on vous puissiez repartir avec une compréhension plus claire des différents mécanismes en jeu, euh, physiologiques notamment, sur le stress et ses effets, ses conséquences au niveau individuel et collectif, et puis d'avoir des pistes d'action au niveau organisationnel et aussi pour votre quotidien professionnel. Euh, Comment on va s'y prendre? On va avoir une alternance entre de la théorie et puis des temps de réflexion individuels. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il n'y aura pas d'interaction orale, mais plutôt on va le faire via le chat et on va vous proposer aussi d'avoir des temps de réflexion seuls et puis ensuite de partager si vous en avez envie. Vous êtes un groupe hétérogène, hein. Il y a des personnes qui viennent avec un statut, une casquette professionnelle et d'autres peut-être plus pour leur vie personnelle. Nous, voilà, on prend vraiment l'angle professionnel et en même temps, il y a des pistes que vous allez pouvoir retirer pour vous. Euh, il y a des personnes qui peut-être sont en haut niveau de responsabilité dans des structures et d'autres peu. Donc le pouvoir d'agir peut être différent aussi. On va aussi parler de ça. Et puis, peut-être que vous avez des niveaux de formation qui sont différents à ce sujet, qu'il y en a qui découvrent la thématique, il y en a d'autres qui sont déjà, euh, euh, ont- qui ont déjà l'habitude d'avoir travaillé sur cette thématique autour de l'émotionnel, de la gestion du stress. Et peut-être que vous venez aussi avec des niveaux d'énergie différents. Peut-être qu'il y en a qui sortent d'épuisement professionnel, il y en a qui sont assez tranquilles, et puis qu'il y en a d'autres qui vont voir qu'ils sont en stress chronique et que ça s'accumule. Voilà, donc on va faire aussi avec tout ça. Et peut-être que c'est pas une formation de 2 jours. Voilà, c'est un atelier de sensibilisation, d'initiation d'1 heure. Donc, on va pas aller résoudre des situations complexes qui peuvent voilà, s'être accumulées depuis des mois et des mois de tension. Notre enjeu, c'est que vous repartiez avec des pistes. Mais voilà, c'est pas une formation de 2 ou 3 jours comme on peut le faire ou de l'analyse de pratique où on va aller prendre le temps d'aller démêler une situation et voir ce qui se joue. Voilà pour ça. Noël, tu me dis si tu veux ajouter quelque chose à un moment. C'est bon. Allez, je continue. Alors, le stress au travail. Pourquoi on a choisi d'aller sur cette thématique-là avec Noël? On a fait un webinaire sur la sanction. C'était notre dernier webinaire sanction, autorité et posture éducative. Et là, on a décidé d'aller sur le stress.
parce que ça concerne beaucoup, beaucoup de salariés aujourd'hui au travail, et puis qu'il y a toute une évolution du cadre législatif en France. On parle de plus en plus de santé mentale, de troubles psychiques, et puis de tout ce qui est réduction des risques psychosociaux. Il y a un encadrement législatif qui a été fait, beaucoup depuis 2008, avec les obligations légales en France pour les structures d'assurer la protection, la sécurité mentale, physique des salariés au travail. Euh, et donc, la gestion du stress est inclue là-dedans, avec toutes les autres thématiques autour du harcèlement, autour des violences dans l'environnement de travail. Le stress, ça a aussi un gros enjeu, un impact collectif quand il devient chronique et quand il s'installe dans le temps. Euh, Moi, j'aime bien dire que le stress, on en a une vision très négative et en même temps, si on arrive à bien l'utiliser, ça permet de la motivation, le défi, de se concentrer, de mettre beaucoup d'énergie pour s'engager sur une tâche. Donc, c'est vraiment un facteur et un levier de développement très puissant, individuel et collectif. Et en même temps, on va le voir tout à l'heure, Noël ira plus en profondeur là-dessus. Un stress qui continue, qui reste là dans la durée, va réduire la concentration, la productivité et l'efficacité. J'en ai parlé un petit peu juste avant. Voilà, le stress a un gros impact sur le climat social et la santé mentale. Nous, à l'IFMAN, comme on intervient beaucoup sur tout ce qui va être tension, agressivité, gestion de la violence dans les équipes, on voit combien il y a un lien entre le stress vécu au niveau individuel et au niveau collectif et les tensions qu'il va y avoir au niveau relationnel. On y reviendra aussi plus en détail tout à l'heure. Et enfin, il y a tout ce qui est turnover et absentéisme. Voilà, c'est une conséquence au niveau individuel et collectif, c'est que les personnes ne vont pas rester longtemps dans leur poste. Un chef de service absent, un salarié absent, ça va faire. Puis c'est une escalade, quoi. C'est vraiment un cercle vicieux où quand il y a un poste qui n'est pas pourvu, et ben voilà, la charge de travail augmente pour tout le monde. Je réfléchis si je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Noël, tu avais envie de proposer. C'est ça. Alors, la suite, on avait envie de vous proposer. Toi, Noël, je te laisse la suite, je te laisse l'introduire. Allez. Oui, ok. Donc, eh ben, comme on parle de la gestion du stress, on voulait entrer dans le vif du sujet par une petite, déjà de vous permettre d'arriver, d'être bien présente chacune et chacun à ce petit temps de webinaire. Et pour ça, on voulait vous faire expérimenter une petite pratique de centrage. Voilà, donc celles et ceux qui sont en train de manger, je vous propose de faire une petite pause repas, enfin pause par rapport à votre repas, de mettre ça de côté. Et puis je vous proposais voilà juste 2-3 minutes, on va prendre un petit temps d'installation. Donc pour ça, l'idée c'est de vous installer confortablement dans votre chaise, bien sentir vos appuis sur votre chaise. Vous pouvez mettre vos pieds au sol. Et puis celles et ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux. Moi, je vais le faire parce que je vais faire la pratique avec vous. Le fait de fermer les yeux, ça permet de vraiment recentrer 80% de nos sens qui sont par le biais des yeux, en fait, les recentrer à l'intérieur. Et du coup, ça remet 80% de mes sens dans mes perceptions intérieures. Donc, celles et ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux. Et puis, tout simplement, l'idée, c'est pas d'influencer ce qu'on vit, c'est juste d'observer. Juste observer, recevoir. Donc, vous pouvez prendre le temps de sentir déjà le contact de vos pieds dans vos chaussures ou avec le sol. Juste sentir. Voilà, ils sont là posés. Vous pouvez aussi observer vos jambes. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est détendu? Et puis remonter au niveau de vos cuisses et sentir le contact de vos cuisses et de vos fesses sur la chaise ou là où c'est posé. Pareil, vous pouvez sentir le contact de votre dos sur le dossier, là où vous êtes appuyé, et sentir que c'est bien solide. Vous pouvez vous déposer.
ensuite, vous pouvez remonter au niveau des mains et sentir là où vos mains sont posées. Juste observer, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est froid, rugueux. Et puis, vous pouvez porter votre attention sur votre respiration sans chercher à la modifier. Ça fonctionne tout seul, la respiration. Et juste observer. Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce que c'est au niveau du ventre ou au niveau des poumons? Est-ce qu'ils sont amples ou au contraire tout faibles, rapides ou lents? Et puis, vous pouvez remonter au niveau des épaules et des bras. Sentir s'il y a des tensions, où est-ce qu'elles se situent. Le cou, la gorge. Et au niveau du visage, est-ce que c'est crispé, détendu? Les mâchoires, les yeux, les sourcils. Voilà, juste observer. Et vous pouvez en vous mettre un mot sur votre état du moment. Et juste accueillir le fait que vous êtes là, maintenant, présente et présent. Toutes et tout disponible à ce moment qu'on va vivre ensemble. Et quand c'est bon, quand vous en avez envie, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Juste accueillir les couleurs devant vous, les formes. Revenir ici maintenant. Voilà, c'était un petit temps d'expérimentation, un temps de centrage, d'installation. Je ne sais pas si vous vous sentez différente ou différent de il y a 2-3 minutes. En tout cas, moi, je me sens bien disponible et présente. Voilà pour ça. On continue, Tiffen? Ouais, merci Noël. J'aime bien faire ces temps-là. Des fois, on se dit, je vais pas perdre du temps, j'ai plein de priorités, j'ai d'autres choses à faire, et en fait, ça permet de gagner du temps. Ce que j'expérimente souvent. Ah, il y a des petits merci dans le chat, ça fait plaisir. Juste, je vais rebondir sur deux informations qui ont été données dans le chat, deux questions. Est-ce que vous nous transmettez le support? On va pas le transmettre cette fois-ci, le PowerPoint. Par contre, vous aurez le replay du webinaire entièrement sur le site. Euh, Et il y avait une question, comment Lippmann est venu à s'intéresser au stress alors que ce n'est pas forcément lié à la gestion des conflits? J'y ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure et il y aura encore des éléments Oui. dans la suite qui vient. Alors, ce que je vais vous proposer, je vous avais dit en début de webinaire d'avoir de quoi écrire devant vous. Si vous n'avez pas, vous pouvez encore aller chercher. Je vais vous proposer un exercice individuel de réflexion et ça va être de commencer. Peut-être, Tiffen, excuse-moi, peut-être j'introduis d'abord, non? Vas-y, Avant que tu... sur la diapo d'après. je la passe. Allez. Voilà, du coup, l'idée, c'était d'introduire avant que vous puissiez aller sur l'exercice. Il y a deux formes de stress, en fait. Et ces deux formes de stress vont avoir des impacts différents. Le premier stress, c'est un stress physiologique normal, c'est un stress qu'on avait appelé un stress aigu. Aigu, pourquoi? Parce que c'est à un moment donné, ça va être une réaction immédiate et ponctuelle face à une urgence ou quelque chose de conflictuel. En tout cas, il y a un moment où il faut directement réagir. Ce qui se passe physiologiquement, c'est que on va avoir une montée d'adrénaline et ça va nous donner une vigilance accrue. Ça a bien une fonction, c'est une mobilisation rapide pour agir. En fait, quand notre organisme c'est notre système nerveux autonome qui va percevoir un danger. Et le fait qu'il perçoive ce danger, directement, on va se mettre en système de stress, physiologiquement. Donc, c'est l'activation du système sympathique. Donc, ça va faire une charge d'énergie d'un coup. On va monter.
on va être en vigilance, on va agir, et le fait d'agir, ça va nous permettre après de décharger une fois que le danger, euh, l'élément stressant sera hors de portée, hors d'atteinte, en tout cas, on aura agi. Voilà, donc ça, c'est la première forme de stress. Et puis, il y a une deuxième forme de stress, c'est le stress qu'on appelle chronique. Donc là, on vous a mis un poids pour montrer que c'était quelque chose qui avait de l'importance et qui pouvait durer dans le temps. En fait, le stress chronique, c'est un stress qui va être prolongé. Et en fait, il va être lié à des pressions qui vont être persistantes et diffuses. C'est-à-dire que on ne sait pas forcément d'où ça vient, ou ça peut venir de plusieurs endroits à la fois. Et du coup, ce stress chronique, on va d'abord avoir une montée de stress comme dans le stress aigu. Sauf que ce qui va se passer, c'est que notre corps, il va continuer à produire du cortisol, et ça va entraîner de la fatigue, des troubles du sommeil, et puis des risques pour la santé, burn-out, maladie, etc. Et en fait, donc on a toute cette montée, cette charge d'énergie. On va rester en haut, donc notre organisme, il va résister, 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 résister. Et puis, il y a un moment où, en fait, comme notre organisme n'est pas fait pour être tout le temps sous cet état émotionnel, eh ben, on va avoir un moment où il va plus avoir de réserve, et puis ça va être l'épuisement. Et voilà. Donc, c'est important d'avoir en tête que le stress aigu, il est utile, il est important, intéressant. Le stress chronique, par contre, ben, en fait, comme il est délétère, c'est vraiment important de pouvoir prévenir et, euh, et le gérer activement. Et on va voir dans la suite après comment on peut gérer ça. Et du coup, je propose à Tiffaine compléter avec le petit exercice. Ok, alors c'est notre moment où on part d'une situation concrète. Donc je vais vous proposer de réfléchir, chacun, chacune pour vous, à une situation qui vous cause du stress. Essayez de penser à vraiment un instant précis. Est-ce que c'est au moment où j'ouvre ma boîte mail et je vois tous mes mails non lus? Est-ce que c'est avant une réunion? Et essayez de peut-être de voir la salle de réunion, essayez de penser à un instant précis. Et puis une fois que vous avez votre situation, je vais vous proposer d'écrire qu'est-ce que vous ressentez dans le corps. Peut-être vous avez en tête votre comptabilité à faire ou une présentation. Et voilà, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? On n'a pas l'habitude d'aller voir au niveau corporel. Qu'est-ce qui se passe si je mets le focus sur mon corps? Et vous pouvez lister comme ça, spontanément, tout ce qui vous vient. Vous pouvez, dans une autre colonne ou dans une autre bulle, écrire tout ce que vous vous dites, les pensées qui vous viennent. Et puis, encore après, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de dire. Je propose trois niveaux. Au niveau de mon corps, comment je me sens? Qu'est-ce que je me dis? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ou de dire? Et je vais vous proposer d'écrire dans le chat, pour ceux et celles qui ont envie de partager, que ce qui se passe au niveau corporel. Pour le reste, vous pouvez le garder pour la suite. Je vous demanderai à un autre moment de le partager. Qu'est-ce que vous avez au niveau des sensations physiques quand vous pensez à une situation qui vous stresse? La poitrine serrée, le souffle court, de l'oppression, mal au ventre, la lourdeur, un poids sur les épaules, le cœur qui s'accélère, ouais, la crispation, quelque chose qui se tend, la nervosité au niveau du plexus, le cœur qui bat, du chaud, des palpitations, la sueur, la contraction musculaire, du froid, la gorge nouée, la tête qui tourne, ouais, des palpitations, sensation d'implosion interne,
Les yeux qui regardent au loin. Ok. Perturbation de la concentration. Envie de pleurer. Noël, je te laisse rebondir là-dessus. Merci. Bug. Donc là, vous avez bien décrit ce qui se passe. On va pas pouvoir tout lire parce qu'il faut qu'on avance. Mais on voit que, alors, j'en profite pour dire une chose, c'est qu'on voit que rien que le fait que vous pensiez à une situation, vous avez pu ressentir les effets du stress dans votre corps. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment notre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire qu'il y a à nos pensées. Voilà, c'était un petit truc, mais je trouve que c'est important de l'avoir en tête parce que ça fera partie des leviers sur lesquels on peut agir. Alors, Tiffen, est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Je ne sais pas si c'est après ou... Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez décrit plein de choses qui se passent au niveau physiologique. Donc, on voit que quand je suis en stress, c'est mon système sympathique qui s'active. Le système sympathique, c'est le système d'accélération du corps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir une augmentation de l'adrénaline, le rythme cardiaque qui va s'accélérer, la respiration aussi. Comme la respiration s'accélère, en fait, les poumons, ils vont se dilater plus, mais du coup, c'est des plus petites amplitudes respiratoires. Ça va respirer plus vite. Et puis, il y a le cortisol aussi. En fait, tout ça, ça permet à une mobilisation rapide d'énergie pour les muscles, pour nous permettre, éventuellement, s'il y avait un danger, de fuir ou d'attaquer. Et ce qui se passe, du coup, c'est que l'amplitude respiratoire, elle diminue. Et puis, toutes les fonctions digestion, immunité, elles vont être mises en sommeil. Là, dans ces moments-là de stress intense, euh, tout notre corps, tout notre système est mobilisé pour la survie. Donc voilà, c'est physiologique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et donc là, on vous a remis des exemples, un conflit soudain, deadline, urgente, etc. Et puis vous, chacune et chacun, vous avez pensé à quelque chose qui vous a remis dans cet état de stress. Donc voilà, ça c'est la mobilisation du sympathique. Et vous l'avez dit aussi, vous avez dit j'ai la gorge serrée, des fois on peut pleurer, on a le regard au loin, on peut avoir le regard perçant, voilà, les pupilles qui se dilatent pour vraiment voir s'il y a une porte de sortie, une issue, etc. Il y en a qui bug, il y en a qui disent j'ai bugué, il y en a d'autres qui disent mes pensées s'emballent. Il faut voir que si le stress est trop important, en fait, c'est notre système, on va plus être dans le sympathique, on va être dans un état de figement. Et là, c'est le système vagal dorsal qui se met en route. Et le figement, c'est vraiment l'arrêt de toutes les fonctions. Et si on reprend au niveau archaïque du temps ou si on prend le cerveau des animaux, en fait, quand le danger est trop important et qu'on ne peut ni fuir ni attaquer, on va se figer pour faire comme le mort. Et du coup, ces moments où on est dans le bug, c'est que quand le stress est tellement important que notre corps a l'impression qu'il ne peut plus réagir. Donc voilà, c'est aussi une réaction normale d'être figé quand on est en état de stress intense. Voilà, donc après, c'est intéressant de voir quand tout va bien, donc l'état d'apaisement, ça va être le système parasympathique. Euh, je vois que Nadine a levé la main. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à toutes les questions. Peut-être, je t'ai pas entendu, Tiffany. Je propose, Nadine, que si tu peux le mettre dans le chat et puis on verra comment on y répond. Mais là, on défile et puis on prendra les questions à la fin si on a le temps. Ouais, voilà, c'est bien. Donc, le système d'apaisement, c'est le système parasympathique. Donc là, euh, en fait, c'est celui qui va tout calmer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en parasympathique? En fait, le rythme cardiaque, il va diminuer. On va avoir une détente musculaire. Et puis, du coup, ça va mettre en route un bon système digestif, notre immunité, réponse aux maladies, régénération du corps. Donc, voilà. Et on est en parasympathique à chaque fois que, aussi, on peut se rendre compte parce qu'on respire par le ventre. En fait, au moment où je respire par le ventre, c'est un moment où, en fait, c'est mon parasympathique qui est activé. Et donc, voilà, ça se passe quand je suis dans une relation sécure, quand mon environnement est apaisé, quand mes pensées sont apaisées. Voilà, donc il y a vraiment, en fait, dans la vie de tous les jours, il y a tout le temps, à chaque inspire, c'est le sympathique qui s'active, et à chaque expire, c'est le parasympathique. Donc il y a tout le temps une oscillation entre ces deux états. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre le plus possible, quoi.
Et oui, la sidération, c'est ça, hein, c'est l'état d'être figé, tout à fait. Euh, voilà, donc là, on voit un peu ce qui se passe dans le corps. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, quand on est tout le temps en stress, les effets qu'il peut y avoir au niveau de la santé du travail. Donc, peut-être, Tiffaine, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça va concerner le stress chronique, en fait. Quand on a des troubles du sommeil, de la fatigue, une baisse des capacités cognitives, en fait, on voit bien, c'est que notre système il sature et qu'on a de moins en moins d'énergie, en fait. Les troubles du sommeil, c'est aussi très souvent lié au fait qu'on a les pensées qui tournent en boucle, donc c'est lié au stress. Euh, et puis aussi, il se passe un dérèglement hormonal à cause des hormones du stress qui font qu'on a moins d'hormones qui favorisent le stress, pardon, qui favorisent le sommeil. Au niveau du travail, évidemment, ben, on va être moins productif. Et puis, les conséquences à plus long terme, c'est l'absentéisme. Ça, c'est sûr. Noël, Est-ce que tu fais... sur la suite? Euh, je, euh... Eh oui, c'est ça. On reprend la situation. Ouais, Alors, très je bien. vous propose de reprendre votre situation où on était parti sur les sensations corporelles et cette fois-ci de partager dans le chat qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de faire. Alors, stop. J'ai envie de fuir, envie de partir, de crier, de fuir, de crier. Arg, de partir ou d'attaquer. Exprimer à la personne que la situation m'angoisse. J'ai envie de dormir, m'enfermer dans ma bulle sous ma couette, de m'isoler. De la violence ou partir pour respirer. L'agitation, trouver des solutions vite. J'ai envie de me cacher, de me mettre en boule dans un coin, de m'isoler, surtout quand on est dans un bureau partagé, oui. Trouver des personnes bienveillantes, me mettre dans la bulle en silence, aller marcher dehors, m'isoler. Ok, alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent encore continuer à partager. Et Noël, je vais te laisser rebondir là-dessus. Marcher, faire du sport aussi. Ouais. Donc là, vous avez bien décrit ce qui se passe, en fait. On va voir, en fait, on a un processus physiologique qui va faire circuler l'énergie dans le corps. Et cette énergie, elle a bien sûr pour vocation de nous mettre en mouvement. Et donc, vous avez décrit différents types de réactions possibles. Donc, euh, on va regarder d'abord les petits dessins là, différents types de réactions. Donc, il y en a qui ont dit j'ai envie de me mettre, j'ai envie de partir, de fuir. Donc, la fuite ou le désengagement. Il y en a qui ont envie de frapper, qui ont envie de crier. Donc là, c'est plutôt une attitude liée au combat, à la domination. Euh, il y en a d'autres, au contraire, qui vont être complètement figés, qui veulent se mettre en boule dans un coin. Là, c'est le figement. Et puis, donc là, c'est déjà les trois principales réactions. Après, nous, on a mis ça en relation avec justement les relations. C'est-à-dire que quand j'ai ces réactions physiologiques, des réactions archaïques, mais qui vont avoir des incidences sur mes relations. Et donc, ce qu'on va nommer, ce sont nos mécanismes de défense archaïques. C'est-à-dire que on va avoir spontanément une manière de réagir en situation de stress. Et du coup, dans la relation de travail, si ma réaction spontanée est plutôt de l'ordre de la fuite, je peux avoir tendance à me désengager au niveau du travail, ou à tout le temps relayer, ou à tout le temps dire je remets à plus tard, etc., dans la fuite. Si par contre, ma réaction privilégiée face au stress est plutôt dans le combat et la domination, eh ben peut-être que je vais mettre la pression à mes collègues. Je vais peut-être accuser quelqu'un quand on me dit que j'ai pas fait mon travail. Je vais peut-être ça risque de créer ça dans la relation. Si au contraire ma réaction en cas de stress c'est le figement, bah peut-être que je vais être tout le temps dans la procrastination, ou je vais faire comme si j'avais pas de travail, ou je vais être bloquée, je vais plus savoir quoi faire. Et puis, il y a aussi une autre réaction en cas de stress dont on parle maintenant, c'est la question de la soumission. C'est-à-dire que parfois, je suis en stress face à une demande de quelqu'un
Mais euh, par peur de décevoir ou par peur de perdre mon emploi ou par peur de je ne sais quoi, je vais me soumettre. Et du coup, le problème là, c'est que je vais subir. Et puis, à force de subir, subir, on se fait violence. Donc, toutes ces réactions liées au stress, elles vont réduire nos capacités de coopération, elles vont dégrader les relations et ça va avoir pour conséquence un climat social tendu. Et oui, il peut y avoir une combinaison de plusieurs types de réactions. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, notre état intérieur, il va varier et que en fait, mes réactions face au stress, elles dépendent de ma capacité à faire face à la situation. Donc, si à un moment, j'ai plus du tout d'énergie, peut-être que je vais être complètement euh, dans la fuite parce que je trouve que la tâche est vraiment impossible à réaliser. Par contre, peut-être qu'à un moment, j'ai un peu plus d'énergie ou alors j'ai de la colère qui se rajoute par-dessus parce que j'ai vécu autre chose et du coup, je vais être un peu plus mettre la pression. Donc, en fait, il n'y a pas une seule réaction possible et nos réactions, elles peuvent varier, fluctuer euh, en fonction du contexte de ce que je vis. Donc, c'est un cumul de choses. Mais ce qui est essentiel, c'est de repérer, en fait, d'avoir ce mécanisme de repérage, de sentir au partir du moment où je suis en situation de stress, pour pas subir et faire subir aux autres en fait ces réactions. Euh, voilà un peu par rapport à nos mécanismes de défense. Euh, il y a Noël, aussi quelque chose. Oui, dans le chat, il y a Isabelle. une question. Je te la lis. Est-ce que la Oui. soumission n'est pas une forme de figement? Peut-être c'est quoi la différence entre Alors, soumission et figement? Ouais. en fait, le figement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand je suis dans le figement, c'est une réaction spontanée du corps. Donc, moi, je dirais pas figement. Je dirais la solution, c'est un temps de respiration et de prise de recul. Donc, on va voir dans la suite là du. Alors, la question, c'est là, est-ce que la soumission est une forme de Ah, figement? pardon. Oui, alors c'est un peu une question qu'on s'est posée en préparant le webinaire parce que la soumission, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans. On en parle actuellement. Avant, on n'en parlait pas. On parlait juste de la fuite, de l'attaque et du figement. Et voilà, on a quand même voulu rajouter la soumission parce que pour nous, c'est quelque chose d'important à avoir en tête euh, parce que ça va influencer nos relations de travail. Après, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est du figement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre de la fuite. Mais pour ça, il faudrait voir au niveau du système physiologique ce qui est activé. Voilà. Parce que si je suis dans le sympathique activé, je suis de la soumission parce que j'ai un peu peur, ben là, je vais être côté fuite. Par contre, si je perds un peu mes moyens, que je me sens pas à la hauteur, que je me dis que j'y arriverai jamais, ben là, je suis plutôt dans l'ordre du pigement. Donc ça dépend de comment on le vit à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est important de savoir si c'est fuite ou figement. En tout cas, c'est une alternative possible, quoi. Voilà. Ouais, merci. C'est bien une stratégie de survie. Sachant que Bah, là, toute, on met dans des catégories, on met dans des cases, et que en fait, ben, c'est pas si simple que ça, et que des fois c'est complexe, et que ça vient se. Deux peuvent se mettre ensemble. et dans tous les cas, tout ça, c'est des réactions de survie, en fait. Tout ce qui se passe, le stress, c'est un danger, et mon corps fait en sorte de survivre. Et donc, il y a plein de stratégies possibles. Il y a une petite notion qu'on voulait aborder aussi, c'est la notion de dérégulation. Euh, Quand moi je suis en stress, je peux stresser quelqu'un. Et en fait, c'est quelque chose de physiologique aussi. Si vous prenez les animaux dans un troupeau d'animaux, pardon, tout le monde va bien, tout le monde est paisible. Il y a un animal qui sent un danger qui se met à courir, tout le monde va se mettre à courir. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut appeler de dérégulation ou de corégulation, c'est-à-dire que mon système nerveux autonome va communiquer au système nerveux autonome de la personne en face de moi, et du coup, on a un risque de dérégulation. Donc, si je suis en stress, que je vais voir un collègue, que lui, il est tranquille, je peux le stresser, voilà, parce que nos corps entre eux vont communiquer, vont dialoguer, et du coup, on peut se déréguler ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi se co-réguler ensemble. Voilà. Ok, on va sur les leviers d'action. Mm. J'aime bien comment tu finis, hein. On peut se déréguler ensemble et on peut aussi se co-réguler ensemble. Et alors, les leviers d'action, on a choisi d'aller sur, de les diviser en plusieurs niveaux, d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau institutionnel, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de structure, en termes d'organisation.
et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel. Euh, pour nous, c'était important de voir que d'essayer de gérer son stress en tant qu'individu si on est dans un système qui n'a pas les moyens, qui a une organisation qui n'est pas fonctionnelle, et ben ça va être difficile et du coup ça va être relié en fait. Donc comment on peut agir à plusieurs niveaux. Et puis on a trouvé intéressant aussi d'aller voir en fonction du temps euh, et une question de temporalité, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention pour prévenir et qu'est-ce qu'on peut faire sur le moment, à l'instant T quand ça arrive. Et pareil, au niveau tant au niveau institutionnel qu'au niveau individuel. Et alors du coup là, on avait un dernier petit exercice de réflexion à vous faire faire. Euh, c'est d'essayer de voir et de noter dans le chat qu'est-ce qui est fait dans les organisations dans lesquelles vous travaillez pour aider à prévenir le stress au travail. On pourrait faire une longue liste de tout ce qui ne va pas dans les organisations dans lesquelles on travaille et tout ce qui dysfonctionne. Et là, voilà. Je vais vous proposer de faire un petit effort, d'essayer de faire quelque chose parfois qui paraît héroïque. C'est d'aller voir c'est quoi les ressources qui sont proposées, qu'est-ce qui est mis à disposition. Et peut-être on s'en saisit pas, peut-être que ça fonctionne pas autant que ce qu'on voudrait, mais déjà d'essayer d'aller voir. Qu'est-ce qu'il Mhm. existe, qu'est-ce qui est essayé de mettre en place. Donc je vois des séances d'analyse de pratique tous les 3 mois. OK. Partager nos humeurs avec des comment ça va en réunion, d'accord? Laisser de la place à l'émotionnel, adapter le plan de charge, des entretiens individuels, ouais, programmés ou pas, un droit à la formation, ouais. Des espaces de pause, des réunions régulières avec les managers, ouais. Donc des espaces de pause, ça peut être dans l'organisation du temps ou physique, des lieux de pause, d'écoute et de la valorisation entre les pairs, la reconnaissance, ouais. Quelques pages explicatives sur le stress et la gestion du temps sur l'intranet. Ok. Des petites formations de 30 minutes sur la gestion du stress. Une météo du jour lors des réunions, comment ça va? Ouais. Ok, je vois aussi des riens, des personnes qui écrivent rien. J'ai envie de dire que je le vois aussi. Des fiches pratiques concernant la santé et la sécurité au travail, yes. Des pauses café avec des gâteaux tous les mardis, ok. Des petits rituels comme ça hebdomadaires. Des analyses de pratique tous les mois. Respect des pauses. Des espaces ou des personnes auprès de qui décharger notre stress dans un cadre prévu pour. Ouais, et des espaces formels du coup prévus pour. On voit qu'il y a du formel, de l'informel. Ok, on y va, Noël? Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Allez. Du coup, on va commencer par un petit peu au niveau de la prévention dans les institutions. Alors, c'est important pour nous de voir qu'il y a trois aspects sur lesquels on peut agir. Redonner du sens, motiver les équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des salariés qui sont motivés, qui voient le sens de leur travail, ils vont se sentir mieux. Donc pour ça, clarifier les priorités, harmoniser les objectifs individuels et collectifs pour renforcer l'engagement. Voilà, donc on peut vraiment travailler sur ça dans les structures, redonner du sens. On peut aussi travailler au niveau du cadre et de l'organisation à vraiment clarifier les missions. Clarifier les missions, pourquoi? Parce que euh, le fait que chacun sache quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il a à faire et comment, eh ben, ça met de la fluidité et puis ça permet à chaque personne de trouver sa place et de se sentir engagé dans la structure. Et dans l'organisation aussi, introduire de la flexibilité avec la possibilité d'aménager le temps et la délégation. Et puis enfin, un autre aspect qui est essentiel, c'est les relations et le climat social. Donc, encourager, former à l'empathie, la confiance, avoir une communication ouverte, proposer des espaces de régulation. Voilà, donc si on agit sur ces trois piliers, on donne comme des bonnes bases pour que chacun trouve du sens au travail, qu'il se sente utile et qu'il ait du plaisir dans son espace de travail grâce aux relations sociales. Donc ça, c'est le premier aspect, donc c'est au niveau institutionnel. Maintenant, on peut voir au niveau personnel, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention. Ouais, merci Noël. Et juste avant de passer à la slide suivante, j'ai envie de vous dire, c'est intéressant de voir comment tout ce que vous avez noté dans le chat, on peut le classifier en fait. Est-ce que c'est au niveau du sens, de la motivation? Est-ce que je le mets dans l'organisation? Ou c'est au niveau des relations? Allez, au niveau individuel. Alors,
au niveau individuel. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, parfois, le stress, il vient de nos pensées. C'est pas un stress réel. Et en fait, ce qui va créer du stress, ça va être notre interprétation du présent, notre projection sur le futur, ou alors notre rapport au passé, nos pensées sur le passé. Donc, avoir une bonne hygiène mentale, ça va être vraiment intéressant pour éviter l'emballement. Donc, pour ça, distinguer les faits des interprétations. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand je vais décrire une situation, soit je dis oh là là, c'est la centième fois ma chef, elle m'a encore crié dessus, j'en peux plus. Donc là, je vais avoir une montée émotionnelle. Par contre, si je dis ce matin, ma chef est rentrée, elle avait exprimé son mécontentement par rapport à mon travail, c'est pas la même chose. Donc le fait de rester sur le factuel, ça permet d'éviter l'emballement. Et ce qui se passe, c'est que si j'emballe les pensées, ben j'emballe l'émotion et le stress il monte, etc. Donc ça, c'est une première chose. L'ancrage dans le présent. Si là, tout de suite, je ressens un moment de stress et je vais prendre le temps de écouter ma respiration, de sentir ma respiration, de sentir la texture de la table, de me remettre dans ma réceptivité, donc recevoir ce qui se passe. Je me remets dans le présent et je peux pas être en même temps en train de recevoir ce qui se passe et en train d'émettre. Donc ça, c'est un bon facteur pour éviter l'emballement des pensées. Et puis, on peut avoir aussi des techniques de visualisation. On peut avoir en tête un lieu qui nous plaît, une image, un moment, en souvenir, et le fait de le visualiser, eh ben, notre corps va imaginer qu'on est dans cet espace-là, et du coup, ça va nous permettre de nous apaiser. Donc, c'est, voilà, hygiène mentale. Important. On peut aussi agir sur l'émotionnel. Pourquoi ben, favoriser sa stabilité émotionnelle. On peut avoir des routines apaisantes, avoir un environnement positif avec des personnes qui tiennent à nous, des gens qui nous aiment, aménager son temps aussi pour être au calme, et puis prendre le temps de voir quels sont mes besoins et de nourrir ces besoins. Plus vos besoins seront nourris, plus vous serez apaisé. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et dernier aspect sur lequel on peut agir, qui est finalement pour moi peut-être le premier levier sur lequel on peut agir en situation de stress, ou pour la prévention, c'est renforcer le corps. C'est-à-dire que quand mon corps est fort et solide, mon système nerveux autonome se sent moins en insécurité. Donc, plus je renforce mes capacités physiques, ma stabilité physique, mes capacités de réaction, voilà, en faisant du sport, en libérant les tensions, moins mon système nerveux autonome va se déclencher et moins je vais être sous stress. Donc pour ça, il y a plein de choses possibles. On peut faire de la respiration en cohérence cardiaque, on peut faire de l'activité physique. Et puis aussi, il faut savoir quand je suis en stress, je vais être figée. Et si je ouvre mon corps en ouvrant les épaules, eh ben, je vais indiquer à mon corps qu'il n'y a pas de danger. Donc il faut voir que on peut agir sur les trois leviers et que chacun va renforcer le corps et sa capacité à faire face au stress. Voilà, on peut aussi agir au niveau relationnel. Donc, bah oui, poser des limites, faire une expression claire de mes besoins. Et bah là, tu vois, tu m'as donné un dossier, sauf qu'en fait, j'ai encore ça à faire jusqu'à la fin de la semaine, donc j'ai pas le temps. Je vais devoir le faire la semaine prochaine. Et en fait, poser ces limites, ça va nous aider à éviter le cumul et pas entrer trop en stress. Et puis s'organiser dans la gestion du travail, gestion du temps, pardon. Donc, notamment, enfin, un des leviers vraiment importants, c'est la gestion des mails. Donc, vous pouvez regarder en vous comment vous gérez vos mails, mais c'est vrai que c'est un mangeur de temps énorme, la gestion des mails. Prioriser mes activités. Il y a différents outils qui existent, comme la matrice de Eisenhower, où on peut choisir, on va prioriser les actions en fonction de leur importance et en fonction de l'urgence. Voilà, il y a plein d'outils qui existent pour la gestion des tâches. Déléguer, voir avec des collègues. Là, je sens que ça va être trop, je délègue. Et puis, s'autoriser à la déconnexion. Alors ça, mais c'est essentiel, voilà, se dire, eh ben, moi, je finis mes heures normales de travail. J'aurai peut-être moins le temps de tout faire. Matrice de Eisenhower. Je sais pas exactement comment ça s'écrit. Euh, donc, s'autoriser à déconnecter. Le week-end, je n'ouvre pas mes mails. On peut aussi dire, ben, en fait, je mets pas mes mails pro sur mon téléphone. Voilà. Donc ça, c'est chacune et chacun se crée une hygiène de vie pour éviter d'avoir la montée en stress. Merci à Océane pour l'écriture de Eisenhower. Voilà un peu pour les outils de prévention. Je suis embêtée parce que j'accélère, mais je vois qu'il reste que 10 minutes. J'ai envie qu'on aille au bout. Voilà.
Et alors maintenant, on va aller au niveau institutionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'instant T? Là, on a vu au niveau prévention, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel et au niveau des structures. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand le stress est là pour la gestion du stress? Mhm. Donc, sur l'instant T, rappeler les valeurs, message clair et rassurant. En fait, l'idée, c'est que chaque salarié ait à disposition ce qui fait sens pour lui et qu'il puisse aussi avoir des ressources accessibles. Donc, il y en a certains qui ont dit ça tout à l'heure dans le chat, avoir des numéros de personnes à appeler, des guides, etc., pour pouvoir faire face en cas de stress. Euh, Qu'au niveau du cadre, on ait des outils dédiés avec des protocoles pour signaler un besoin, une cellule d'écoute, des contacts urgents, numéro de médecin du travail, des psychologues accessibles. Et puis avoir des espaces de pause aménagés, ben, pour pouvoir, voilà, au moment où on sent que ça monte trop, aller se poser un moment, faire une pause. On peut mettre à disposition aussi, au niveau relationnel, des soutiens humains avec des managers et des équipes qui sont formés à la gestion du stress et qui peuvent être dans une vraie posture d'accueil et d'écoute. Et puis éventuellement aussi des référents bien-être par équipe. Voilà, tout ça, c'est des outils sur lesquels on pourra s'appuyer en cas de stress et qui seront mis à disposition par les structures. Merci Noël. Et alors, je vais vous proposer maintenant d'écrire une dernière fois dans le chat, au niveau individuel, qu'est-ce que vous faites à l'instant T quand vous avez du stress? Alors, comme levier d'action, qu'est-ce qui vous aide quand vous recevez un mail stressant, quand vous commencez une réunion? C'est quoi vos techniques? Vous pouvez aller au niveau du mental. C'est quoi vos techniques mentales, vos techniques corporelles, ouais, émotionnelles, voilà, la respiration. Aller discuter avec un collègue, ouais, échanger, prendre une grande inspiration, trois grandes inspirations, rien. Je bois un thé, je respire. Oui, je nomme des objets environnants. Mhm. Je sors à l'extérieur, je me ressens mentalement. Retour au corps, prendre l'air, méditer 5 minutes avec une appli. Je me dis, donc là je me dis que personne ne va mourir. Ouais. J'écris un mail que je n'envoie pas. Je me chante une chanson intérieure. Yes. Je vais courir, j'ouvre la fenêtre. La cohérence cardiaque, je relativise, je prends du recul. Ouais, ça c'est au niveau cognitif, mental, on va le voir. Je m'étire, je sens une odeur apaisante. Yes. Je laisse un mail dans mes brouillons et je revois plus tard. Donc là, je joue avec le temps, je diffère. Ok. Je mange du chocolat. Ok. Je me proche de la nature, de la végétation. J'imagine un souvenir, ça c'est du mental aussi. Allez, on y va du coup, c'est parti. Merci. Donc, on a vu qu'il y a trois aspects sur lesquels on peut jouer, hein. Mental, corporel, émotionnel. Les trois sont interreliés. Donc, si j'agis sur l'un, ça va agir sur les deux autres. Au niveau mental, recentrer sa pensée, la technique du stop. On peut visualiser un panneau stop éventuellement. Se raccrocher aux faits concrets. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au-delà de tout ce que j'ai imaginé? Relativiser, vous l'avez dit. Se recentrer sur l'objectif. Au niveau émotionnel, pour apaiser l'émotion, on peut identifier et nommer l'émotion. C'est-à-dire, si je prends un moment où je me dis, ah oui, là, je sens que j'ai vraiment du stress qui monte, on peut aller jusque la relier à un besoin. Ah, j'aurais besoin de temps pour moi, j'aurais besoin de clarification, j'aurais besoin de soutien. Ben, ça va nous aider à nous apaiser. Et puis, au niveau corporel, donc, effectivement, la respiration, vous avez vu, quand on est en stress, la respiration, elle s'accélère et elles sont plus petites. Si je respire profondément, donc je souffle, eh ben, c'est pareil, je vais repasser en parasympathique. Le fait de s'étirer, de se décontracter musculairement, en fait, ça indique à mon corps que je peux être dans la détente. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la réceptivité sensorielle. Voilà. Là, tout de suite, quand je vous parle, je suis en train de toucher la table. Là, je sens qu'elle est froide, elle est lisse. Et du coup, je être vraiment dans la sensation. On se met sur la réceptivité. Et du coup, ça permet d'apaiser le mental. Et puis, au niveau relationnel, ben, je peux poser des limites, différer la demande. Là, je sens que pour moi, c'est trop, je reviens tout à l'heure. Proposer un moment, un rendez-vous ultérieur pour échanger. Et puis, je peux aussi, ben, vous l'avez parlé, vous avez dit aller boire un thé, sortir. On peut faire une pause stratégique, 5 minutes de pause, boire de l'eau, regarder au loin, reporter une tâche. Alors, on a plein de leviers différents. Pour
moi, un des premiers leviers vraiment le plus facilement mobilisable, c'est vraiment ce qui est corporel, parce que il n'y a pas besoin de réfléchir pour souffler, en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour respirer. Faut avoir l'intention. Et plus vous vous entraînerez, plus aussi vous repérerez quels sont vos leviers privilégiés, plus vous pourrez les mobiliser en cas de stress sur le moment. Yes, merci Noël. J'aime bien quand tu illustres. Ah là, la table est lisse, elle est froide, ça me permet de voir comment concrètement ça peut se faire. Alors, juste avant la conclusion, pour aller plus loin, pour moi, la compétence de régulation émotionnelle, de régulation du stress, c'est quelque chose qui se travaille et on devient pas, on n'arrive pas à réguler notre stress en 1 heure de webinaire, ni en 2 jours de formation. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme. C'est un travail d'une vie, comme devenir pianiste professionnel ou bilingue en anglais. Du coup, voilà, nous, à Lifman, on propose de travailler ces compétences-là et on voit que vraiment ça se travaille et on peut évoluer là-dessus, sur la gestion émotionnelle, la gestion des relations, de comment je m'exprime pour demander de l'aide, comment j'exprime un inconfort, quelque chose qui va pas, une réorganisation du travail à redemander. En réunion, on va tous et toutes dire comment on arrive, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et puis ça se fait aussi dans le quotidien sur de l'accompagnement d'équipe et de l'analyse de pratique. Là, plutôt sur la posture professionnelle, des situations qui peuvent être bloquées ou tendues avec des usagers. Euh, Peut-être pour conclure, le mot de la fin, ce qu'on avait envie de vous passer comme message avec Noël et qu'on trouvait vraiment intéressant, c'était de voir qu'il y a des leviers d'action qui sont différents en fonction de nos responsabilités et nos degrés nos niveaux de pouvoir d'agir dans les structures. Et on peut s'épuiser à vouloir changer les choses alors que c'est pas à mon niveau. Et puis on peut aussi il peut aussi y avoir des conséquences importantes quand j'ai du pouvoir d'agir dans une structure et que je l'utilise pas ou peu. Et puis se rappeler que peut-être j'ai beaucoup de pouvoir d'agir, je suis encadrant dans une structure, mais qu'il y a d'autres systèmes au-dessus de moi dans lesquels ma structure est inclue aussi. Donc voilà, il y a différentes échelles et niveaux de pouvoir d'agir. Donc, on a mis pour la responsabilité des managers, des personnes encadrantes, comment je peux mettre en œuvre les conditions et les ressources pour le bien-être des salariés physiques, mental, relationnel. Et moi, j'aime bien parler de posture d'écoute. Parfois, on peut avoir une forme d'aveuglement, de pas savoir ce qui se passe pour les autres, quand pour moi, c'est facile ou c'est moi qui prends les décisions. Et j'aime bien dire d'adopter comme une posture de curiosité, d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Pour ensuite pouvoir prendre des décisions qui sont au service de tous et de toutes. Et puis la responsabilité au niveau individuel, comment je peux agir à mon niveau. J'ai aussi un pouvoir d'action au niveau individuel, ne pas tomber non plus dans de la victimisation. Voilà, il y a de la résilience, il y a une possibilité d'action et c'est plus facile en collectif et pour être entendu. En même temps, voilà, pour moi, il y a vraiment distinguer les différents niveaux d'influence. Il y a des zones d'influence directe, des zones d'influence indirecte et des endroits où c'est hors de ma zone d'influence et je peux rien faire. Et donc, au niveau individuel, comment aussi je prends soin de moi, je me protège, c'est une vraie responsabilité. Plus je me protège, plus je peux aussi protéger les autres, aider les autres, et puis formuler des demandes d'aide si nécessaire. On dit souvent que dans les troubles anxieux, dans les crises, des attaques de panique, il y a des signaux avant, des signaux d'alarme qui sont donnés. Donc, comment je peux envoyer des signaux et faire en sorte qu'ils soient entendus